Je suis Joëlle Tremblay, responsable du pôle d'expertise en transformation technologique et numérique, directrice générale par intérim de Technocompétences et philosophe. Avec le balado Par où on commence, on veut inspirer la réflexion dans tous les secteurs d'activité. Car la transformation technologique et numérique n'est pas réservée aux grandes organisations. Elle est accessible à toutes et à tous quand on sait par où on commence. Notre invité aujourd'hui accompagne les entreprises dans l'adoption de l'IA appliquée. Aujourd'hui, chez ServiceNow, hier chez Google, IBM, Blue Yonder et Ivado Labs. 25 ans à la croisée de la donnée, du cloud et du produit avec une obsession: transformer l'IA en gains concrets. Conférencier, mentor actif chez WIDS et AI Thinker, administrateur chez Printemps numérique, il fait rayonner une IA responsable et utile. JL Maréchaux, bienvenue à Par où on commence. Merci. Alors, première question que je pose à tout le monde, par où on commence une transformation numérique dans les organisations? Par où on commence? Ouais. On commence par bien identifier le besoin d'affaires. C'est D'accord. une des choses qui est la plus importante pour avoir une transformation réussie. C'est partir sur un besoin spécifique, partir sur un besoin qui a une vraie réalité économique, quelque chose de vraiment valable pour l'organisation. Ouais. On prend quelque chose de pas trop gros, on essaye d'y aller avec petit morceau par petit morceau, surtout la première fois, quand on débute ça. Ouais. Donc on y va avec quelque chose de prioritaire, important pour l'organisation, pas trop gros, et tranquillement, pas vite, on commence des petites transformations. OK. Et est-ce qu'il y a une suite, disons, concrète ou qui va finir par arrêter cette transformation numérique-là, ou c'est un flot continu qui va se perdurer dans le temps? En vrai, ça devrait être un flot continu parce que le numérique et les technologies numériques évoluent de façon perpétuelle. Mm-hmm. Donc, la meilleure approche que moi j'ai vue dans le passé avec plein d'organisations, c'est un morceau à la fois, petit à petit, de façon itérative et incrémentale. Ouais. Et ça s'arrête jamais parce qu'on transforme, il y a une nouvelle technologie qui arrive, les besoins des utilisateurs, les besoins de l'organisation évoluent aussi. Donc on commence une transformation, on la finit pas, puis c'est bien correct comme ça parce que au fur et à mesure du travail qu'on fait, on crée de la valeur et on adresse les besoins des utilisateurs. Super! Alors, on va commencer les questions dites un peu rapides que je t'ai envoyées. On sait que la peur du changement est un frein dans la transformation numérique, mais après ça, qu'est-ce qui bloque vraiment la transformation numérique en général, puis plus précisément au Québec, selon toi? Je dirais les compétences pointues en numérique. C'est une des problématiques que moi, j'ai vu beaucoup dans pas mal d'organisations. Okay. Avoir des compétences pointues vraiment en technologie numérique, c'est compliqué. Ça évolue, encore une fois, sans arrêt. Donc, c'est un frein à la transformation. Mais ces compétences-là, est-ce qu'ils s'incarnent dans une seule personne, c'est-à-dire quelqu'un en TI dans l'organisation, ou elles doivent s'incarner de manière transversale dans l'entièreté de l'organisation? Je dirais de manière transversale. Ouais. Les compétences pointues, c'est évidemment des compétences techniques, technologiques, parce que la tech est importante, mais aussi des compétences de gestion, d'encadrement, de leadership, qui peuvent être spécifiques au numérique. Le numérique est quand même... On ne bâtit pas des maisons, on bâtit des systèmes d'information, des logiciels avancés, donc ce n'est pas exactement la même chose. Ouais. Donc ça prend aussi un encadrement numérique pointu. Et ça se développe avec le temps, ça s'apprend. On peut acquérir des connaissances autour de ça. Mais si j'allais plus loin, puis je m'excuse si je creuse tant que ça, mais c'est parce que ça me passionne. Creusons. J'ai la vive impression, à force de travailler autour de ces dimensions-là de la transformation numérique, qu'il y a un manque de
connaissances. On appelle ça souvent de la maturité numérique ou voire de la littératie numérique dans les organisations au Québec. Est-ce que tu relis ça aussi aux compétences numériques dont tu parlais précédemment? Est-ce que tu perçois la même chose que moi? C'est-à-dire que quand on veut se lancer dans une transformation numérique, on ne sait pas vraiment dans quoi on s'embarque, puis donc on donne toutes nos précieuses données, puis toute notre business core, finalement, à des consultants qui s'y connaissent beaucoup plus, puis qu'on a confiance presque aveugle en eux. Est-ce que tu vois un peu où ce que je veux en venir? Je vois absolument ça. Oui. Je ne sais pas encore où tu veux en venir, non, mais ça va. allons-y. Allons-y. Maturité numérique, définitivement. Oui. J'utiliserais moins littératie. Littératie, je l'utilise dans un autre contexte, d'autres activités avec le printemps numérique, par exemple, où on essaye de développer la littératie numérique auprès des populations jeunes, défavorisés, âgés, donc ces aspects-là, ou les populations autochtones aussi, qui ont pas les mêmes accès au numérique que nous à Montréal, mettons. Complètement. Mais maturité numérique dans les organisations, absolument 100%, primordial à plein de niveaux, parce que c'est bien d'aller faire appel à des consultants et puis de leur demander de faire quelque chose pour nous, mais si on n'a aucune maturité numérique, aucune connaissance numérique dans l'organisation, on ne sait même pas ce qu'ils vont faire. On ne sait pas les guider, on ne sait pas exactement quand ils font des choses qui ne sont pas alignées avec nos besoins. Complètement. Donc, ça prend de toute façon... En fait, il y a deux aspects. Si on a des ressources internes, on devrait être capable de faire une transformation numérique avec ses propres ressources. Oui. Ça existe dans les grandes organisations. Tout à fait. Les plus petites organisations n'ont pas cette chance-là, doivent faire appel à des externes, à des compétences externes. Oui. Mais pour ça, il faut quand même avoir des compétences internes pour encadrer, guider, comprendre, gouverner, freiner et apporter toute la gouvernance autour de ce que fait la compagnie externe. Exact. Est-ce que tu dirais que c'est la plus grande erreur que les organisations commettent encore lorsqu'on touche au numérique, c'est-à-dire ne pas avoir cette maturité-là pour être capable de gouverner cette entreprise de changement qui va se perdurer dans le temps, si j'ai bien compris? Oui, je pense que c'est une erreur importante. Je pense que toutes les organisations en sont conscientes. Il n'y a personne qui va dire « Non, moi, ça ne m'intéresse pas. Je veux pas former mes gens. Je ne veux pas avoir des spécialistes. » Tout le monde le sait, ça. La problématique, c'est de le faire pour vrai et de le faire sur des technologies qui font du sens. Il y a aussi des organisations qui font des formations check. On se forme, mais on se forme sur des choses qui vont être pas très, très utiles pour la réalité de l'organisation. Donc, tout le monde a conscience de ça, mais c'est pas facile. C'est sûr, ça coûte de l'argent, du temps. Ça prend un vrai leadership d'entreprise, en fait, pour être capable de se dire, moi, je veux avoir des gens formés, je veux que mes gens restent formés, je veux leur offrir cette option-là d'être toujours à jour dans les technologies, qui, encore une fois, est quelque chose de sans fin, parce que la technologie va toujours évoluer. Ben oui, effectivement. Puisque tu as une grande expérience, justement, dans cette adoption-là des différentes technologies par ton expérience riche et vaste et tout ça, et par aussi l'adoption de l'IA appliquée dans les grandes organisations, quel mot ou expression t'aimerais bannir des discussions que tu peux avoir sur la transformation numérique ou sur l'adoption de l'IA dans une entreprise avec tes clients? Sur l'adoption de l'IA, ChatGPT, ça serait le mot à bannir. Le mot à bannir, ça serait ChatGPT? Ouais. Je veux savoir pourquoi. Bonne question. Novembre 2022. Ouais. ChatGPT devient accessible à tout le monde sur la planète. Complètement, on se souvient tous de ce moment-là. C'est ça, tout le monde s'en souvient. Mon boulanger s'en souvient, ma grand-tante s'en souvient. Et les étudiants, parce que j'étais prof à ce moment-là, s'en souviennent. Donc, tout le monde s'en souvient. Oui. Et c'est devenu le mot-clé utilisé par toutes les organisations. Tout le monde, à partir de décembre 2022, toutes les organisations, j'étais chez Google à l'époque, donc toutes les organisations venaient vers moi, nous, en disant « Hey, on m'a dit qu'il fallait que j'utilise ChatGPT. Comment est-ce que je fais ?» Et en fait, personne ne se posait la question de l'utilité de ChatGPT dans une organisation.
quel est mon besoin? Est-ce que cet outil-là répond à mon besoin? S'il répond à mon besoin, combien ça va me coûter un jour ou l'autre? Quelles sont les implications? Il y a des tas d'implications, on pourra en parler, de données, d'éthique, d'éco-responsabilité, plein de choses comme ça. Donc, un mot à bannir, un seul, ChatGPT, évidemment. Wow! Excellent. Donc, si on creuse ça, justement, tu as parlé de besoins autour de l'IA. Est-ce que c'est encore monnaie courante dans les services que tu peux offrir auprès des organisations? Ce désir-là, c'est un désir, là. C'est même plus grand qu'une volonté de vouloir implanter une IA générative coûte que coûte dans les organisations sans se poser la question des besoins. Là, tu nous as parlé de novembre 2022, de décembre 2022, mais aujourd'hui, en 2025, est-ce que c'est encore ça? On est encore sur une espèce de fascination autour de l'IA générative sans se poser vraiment la question de base, en ai-je vraiment de besoin? Oui, je pense que ça n'a pas changé. Ouais. Évidemment, il y a eu un pic fin 2022, début 2023, mais ça n'a pas énormément changé pour plein de raisons. Il y a énormément d'organisations qui, c'est logique, ne comprennent pas vraiment l'intelligence artificielle. Oui. Donc, le fait que ça soit génératif ou pas génératif, les gens ne savent même plus qu'il y avait une intelligence artificielle avant l'IA générative. Complètement. Donc ça, c'est une vraie problématique. Les organisations avec lesquelles je travaille continuent à vouloir implanter des logiciels ou des fonctionnalités génératives sans savoir ce que ça veut dire, sans savoir si peut-être une IA beaucoup plus simple, moins coûteuse, plus facile à mettre en place, donc une IA, mettons, prédictive ou plus traditionnelle. On n'a pas encore un bon mot pour l'IA avant l'IA générative, mais moi, j'utilise beaucoup prédictive ou traditionnelle. Ouais. Souvent, c'est ça les besoins des entreprises. Les entreprises avec lesquelles je travaillais quand j'étais chez Google et encore maintenant, ce qu'elles veulent, c'est prédire l'avenir, globalement. Leur plus gros besoin d'affaires, c'est prédire l'avenir. Personne n'a envie de générer des images de chats ou de créer un plan de vacances pour la prochaine fois qu'ils vont aller en Grèce. Ou un starter pack pour toute son équipe. C'est vrai, il y a eu ça. Ben oui, il y a eu ça. Oui, j'avais presque oublié. Quand même. Ça a disparu, là, on dirait maintenant, non? Je le vois moins, en tout cas. Oui, c'est ça, effectivement. Et ça, c'est pas des besoins d'entreprise, effectivement. Ce que les gens veulent, c'est prédire la demande, prédire les stocks, prédire sur des données historiques, être capable de prédire un changement de comportement, des choses comme ça. Et ça, c'est de l'IA traditionnelle sur lesquels on a des algorithmes qui sont éprouvés, qui marchent vraiment extrêmement bien. Oui. Qui ne nécessite pas ChatGPT. Non. Et malheureusement, les gens font moins attention à ça. Donc, pour revenir à ta question, je ne pense pas que ça ait énormément changé. Je pense que le buzz aussi autour de l'IA générative fait que tout le monde se dit mais pourquoi pas moi? Pourquoi est-ce que je ne suis pas en train d'utiliser ChatGPT? Exactement. Puis les organisations, ce que je vois, c'est assez drôle et à la fois dramatique, c'est que souvent, c'est des besoins qui leur sont dictés. C'est pas des besoins, c'est des envies qui leur sont dictées par la direction, le conseil d'administration, des choses comme ça. Donc, un organisme se dit, nos compétiteurs utilisent a priori l'IA générative. Tout le monde nous dit qu'on est en retard, donc il faut qu'on fasse quelque chose avant le 4e trimestre. Donc, il n'y a pas de besoin autour de ça. Non. Des fois, il y en a quand même. Mais non, heureusement, il y en a. Et donc, avec ce que tu viens de nous dire, avec l'IA, disons, traditionnelle, entre guillemets, et tout ça, est-ce que tu dirais que dans notre économie, presque exclusivement composée de PME, voire de très, très petites entreprises au Québec, il y a un virage numérique qui est possible là, de faire sans que ça nous coûte des millions et sans que... pour que ce soit accessible à eux. Est-ce que pour toi, selon toi, c'est possible de faire ça dès maintenant? Puis si oui, par quelle technologie tu pourrais les amener à vouloir adopter ce changement-là? Définitivement faisable maintenant. Comme je le disais, si on garde le focus sur l'IA,
Une grande partie des besoins, c'est des besoins prédictifs. Ces besoins prédictifs, l'IA générative n'est pas très très bonne pour ça. Elle va répondre au hasard ou elle va répondre ce qui devrait faire du sens. Mais ce n'est pas une vraie prédiction. Or, les besoins, c'est des besoins prédictifs. Ça coûte moins cher, il y a moins de risques. C'est plus facile à mettre en place, c'est beaucoup plus maîtrisé. On est capable d'utiliser des choses qui existent déjà ou de créer des algorithmes prédictifs en un laps de temps relativement court, finalement. Donc, moins cher, plus vite mis en place, un retour sur investissement qui est nettement quantifiable, plus que des images de chats ou des starter packs. Et oui, des vrais besoins d'affaires. Je prépare une intervention avec des étudiants à Concordia dans une couple de semaines, 2 semaines ou 3 semaines. C'est des étudiants en logistique, chaîne d'approvisionnement. Oui. Puis j'essaye je vais avoir des cas d'utilisation dans cette présentation. C'est encore in progress. Oui, je comprends. Mais je trouve très, très peu de cas d'utilisation génératifs pour la chaîne d'approvisionnement. Or, la chaîne d'approvisionnement, c'est ce qui fait vivre notre économie. C'est ce qui fait qu'on va chercher des produits dans nos forêts ou dans nos champs de céréales, puis que ça finit dans un magasin à côté d'ici où on va être capable d'acheter des choses. Donc, tout le transport, tout ce qui est logistique, tout ça, c'est beaucoup des besoins de prédiction et d'optimisation, ce qui, encore une fois, n'est pas la force de l'IA générative. Donc, on peut commencer, c'est très concret. C'est plus maîtrisé, donc allons-y avec de l'IA prédictive. Génial. Est-ce que tu aurais un exemple, en fait, que tu voudrais nous parler? Un exemple. Je ne te demande pas tous les cas d'études là, que tu as pu trouver à un grand coup de recherche parce que ça prend qui est difficile, mais un cas d'exemple qui t'inspire de cette adoption-là de l'IA au Québec, ou ça peut être au Canada aussi? Ben, je ne peux pas citer de compagnie en particulier parce que je n'ai pas le droit. Parce que non. Mais oui, des adoptions d'IA en particulier sur les chaînes, le supply chain, chaîne d'approvisionnement, il y en a plein au Québec. Il y a plein de grosses organisations connues qui ont fait des projets pour être capable de segmenter leurs clients, donc comprendre les différents types de clients, pour être capable de mieux comprendre la demande afin de mieux gérer les stocks. C'est très courant. L'optimisation du transport, donc des routes. On l'oublie souvent, mais c'est majeur dans une industrie d'être capable d'aller du point A au point B de façon optimale. Ben, ça se fait beaucoup, puis ça se fait depuis des dizaines d'années. Ça ne se fait pas depuis novembre 2022. Non. Donc, il y a ça. Ça mène aussi vers l'optimisation des entrepôts. J'ai travaillé avec beaucoup de grosses multinationales américaines qui ont des entrepôts énormes. Ben, il y a aussi de l'optimisation de routes à l'intérieur de leurs entrepôts, tellement c'est grand. Ah mon Dieu. Oui, non, c'est vraiment grand. Donc, ça se fait, c'est des choses concrètes et une petite organisation va avoir ce même genre de besoin, comprendre ses clients. Comprendre ses clients, c'est un besoin de base. Donc, ça se fait aujourd'hui. Il y a plein de compagnies qui le font déjà. Au Québec, au Canada et en Amérique du Nord, avec des courbes de maturité et d'adoption un peu décalées entre ces 3 régions. Excellent. Est-ce que tu dirais qu'il serait possible, dans le contexte actuel de géopolitique, en fait, de viser, en fait, une souveraineté numérique au Canada et au Québec? Possible, oui. Oui. Tout est possible. Tout est possible. C'est une décision politique plus qu'une décision d'optimisation numérique, mettons. Ça peut être une décision politique. Est-ce que tu dirais que l'avenir, en fait, devrait passer par une souveraineté numérique, donc du stockage de données à l'implémentation d'une IA? Oui, encore une fois, décision politique. Pour moi, j'aurais plus tendance à penser en premier lieu à une excellence numérique. Ah, c'est intéressant. Plus qu'une souveraineté, parce que je pense qu'on a le talent au Québec et en IA, c'est clairement reconnu partout dans le monde qu'on a un talent extraordinaire en IA. Donc, on a le talent au Québec pour être excellent et viser l'excellence. Et si on vise l'excellence et qu'on arrive à avoir des entreprises d'extrêmement haut niveau en numérique au Québec, donc
qui vise l'excellence, la souveraineté numérique peut venir d'elle-même. Donc, j'aurais plus tendance à viser l'excellence plutôt que viser la souveraineté. Oui. Allons vers l'excellence en premier. Aujourd'hui, je ne sais pas si on est capable. Il faut aussi avoir conscience, si on prend les grandes industries de ce monde en numérique, je ne sais pas, je vais essayer de ne pas nommer que celles dans lesquelles j'ai travaillé, mais Google, évidemment, est une grande entreprise. Microsoft. Spotify, donc j'essaye de prendre plusieurs régions du monde. Si elles sont leaders dans leur domaine, c'est aussi parce qu'elles font quelque chose de différent depuis longtemps. Et ce savoir-faire-là, donc Google, c'est à peu près 25 ans, Microsoft, ça doit être en gros 50 ans, Spotify, je ne sais pas exactement, Amazon, c'est une trentaine d'années, voire plus. On ne va pas rattraper ce savoir-faire-là en 2-3 mois, ni en une année. Allons-y petit à petit. Il y a des moyens. On peut être capable d'être excellent en intelligence artificielle, par exemple, qui est quand même un des aspects numériques d'avenir, puisque maintenant, une transformation numérique, typiquement, ça passe par de l'IA. Oui. Ça inclut au moins de l'IA. Exact. Mais est-ce que tu dirais que c'est un enjeu aujourd'hui, en 2025, plus que dans les 3 dernières années, le fait de stocker les données sur le territoire même d'un pays, ou c'est l'arbre qui cache la forêt, finalement? L'enjeu, il est ailleurs que dans les centres de données qui doivent être sur le territoire québécois pour nos données. Que nos données soient stockées dans notre territoire, sur le territoire québécois ou canadien, encore une fois, décision politique, tout à fait. totalement. C'est le genre de décisions qui ont déjà été prises en Europe avec le GDPR et ce genre de choses. Complètement. Donc, oui, mais encore une fois, il faut se donner les moyens de faire ça. Être capable d'avoir les gros stockeurs de données à l'heure actuelle dans le monde, ça va être Amazon, Microsoft et Google. Ça doit être les 3 premiers en termes de part de marché. Alibaba, si on compte la Chine avec ça. Ils ont développé un savoir-faire qui est difficile à rattraper rapidement. Donc aujourd'hui, même si on veut créer stocker nos données localement, peut-être qu'on va être obligé de faire des compromis parce qu'on ne va pas avoir le même niveau d'excellence ou le même niveau de technologie qu'est-ce qu'un Google ou un Amazon est capable de fournir. Je comprends. Donc, il y aurait peut-être plus de risque de rupture de service si on allait dans une technologie qui serait beaucoup plus nationale en ce moment-ci. À ma connaissance, oui. Il faut aussi... évidemment, avec les États-Unis, en ce moment, c'est un peu plus compliqué, mais... Oui, c'est ça. C'est pour ça que je pose la question. Il faut aussi garder en tête que, pour avoir travaillé chez Google pendant longtemps, je l'ai vu, puis je le sais, les centres de données, il y en a au Canada. Ces centres de données qu'il y a au Canada, quand une entreprise met ses données dans un centre de données Google, et c'est pareil chez Microsoft et pareil chez Amazon, ces données-là sont complètement privées à l'entreprise. Ni Google, ni Amazon, ni Microsoft n'a accès à ces données-là. C'est complètement fermé, c'est complètement sécurisé. Donc, est-ce que, encore une fois, politiquement, on peut faire ce choix-là, qui est un choix totalement légitime, mais est-ce que le risque est si important et est-ce qu'il n'y a pas un autre risque qui est peut-être pas de rupture de service, mais de dégradation de service, de dégradation de sécurité? La cybersécurité est un enjeu majeur sur la planète à l'heure actuelle. Absolument. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises dans le monde qui sont aussi avancées en cybersécurité que Google, Amazon et Microsoft. Et il n'y en a vraiment pas beaucoup. Donc, il y a un potentiel risque autour de ça aussi. Puis, justement, sur la cybersécurité, est-ce que tu vois des enjeux actuels sur... on parlait de maturité numérique tout à l'heure, ne pas savoir quelle trace on laisse sur le numérique quand on l'utilise à tous les jours pour le travail ou même pour notre utilisation dite personnelle. Est-ce que ça fait augmenter le risque, certainement de la cybersécurité, mais est-ce que ça fait pas justement augmenter le risque
de l'appropriation de ces outils-là, que ce soit l'intelligence artificielle, par les gens. Je pose la question autrement parce que on voit beaucoup depuis l'utilisation de l'intelligence artificielle par les différents employés qui disent, bon, ben écoutez, moi je l'utilise, je fais des tests, tout ça, je pense faire attention aux données, mais tu vois ma question, je pense faire attention aux données puis à la cybersécurité, mais on n'est jamais à l'abri on laisse aller une donnée précise ou le nom complet d'un employé, puis on le lance dans l'IA. Est-ce que tu vois là un risque qui pourrait être exponentiel au niveau de la cybersécurité, surtout dans la géopolitique actuelle? Définitivement, même en enlevant la géopolitique. Donc, si on reste dans le domaine purement business, c'est non seulement un risque réel, il y a des cas réels qui sont déjà arrivés. Donc, une entreprise, un employé dans une entreprise ne devrait jamais utiliser un outil d'intelligence artificielle qui n'est pas approuvé par son entreprise. Donc, je vais donner un exemple précis. Je vais essayer de pas juste nommer ChatGPT parce que sinon ça peut paraître suspect, mais en tant qu'employé, je ne devrais pas utiliser ChatGPT pour qui n'est pas un ChatGPT d'entreprise, mais le ChatGPT public. Je ne devrais pas l'utiliser pour mon travail, que ce soit pour écrire un courriel, résumer un courriel, faire un tableau Excel. Donc, ChatGPT, Copilot ouvert ou Google Gemini ouvert. Je ne devrais jamais utiliser ça parce que, oui, ça laisse des traces, clairement. Il y a un cas aux États-Unis, une banque, j'ai oublié le nom de la banque, ce qui est mieux d'ailleurs, donc, comme ça je ne peux pas la citer, où le fichier des clients a été retrouvé sur Internet suite à quelqu'un qui a mis un sous-ensemble de fichiers clients, suite à quelqu'un qui a voulu créer un beau tableau Excel sans savoir comment faire avec des macros et des choses comme ça, qui a demandé à ChatGPT de le faire. Mais OpenAI utilise aussi ces données-là pour entraîner ses propres modèles, donc on peut retrouver ces données-là par la suite. Donc c'est déjà arrivé, ces choses-là sont déjà arrivées. J'ai un autre exemple au Canada, d'une entreprise qui aussi a vu ses employés utiliser couramment ces outils-là pour en fait réaliser des tâches d'entreprise parce qu'ils n'avaient pas les outils dans l'entreprise pour le faire. Et encore une fois, oui, ça laisse des traces. Une trace, c'est une porte d'entrée pour un risque de cybersécurité. C'est une porte d'entrée pour du hameçonnage. C'est une porte d'entrée pour tous les problèmes. Donc... et exponentielle, il y avait ça dans ta question, évidemment. Puisque l'utilisation de l'IA est elle-même exponentielle, donc le risque associé est exponentiel. Mais justement, par la fascination qu'on a vis-à-vis de ces outils-là, parce qu'on veut faire partie de la vague, parce qu'on se dit, on veut faire des tests, on veut essayer, on veut être à la limite, à la fine pointe de la technologie. Qu'est-ce qu'on répond à ces personnes-là? Est-ce qu'il y a... il y a des règles, je sais, il y a des règles éthiques, il y a des chartes éthiques qui existent, mais est-ce qu'il y en a qui sont accessibles à tout le monde dès maintenant? On a juste besoin de faire une recherche, je sais pas moi, puis on peut l'en trouver, ou c'est accessible uniquement et simplement si on fait affaire avec des consultants puis que ça prend un temps infini à pouvoir positionner? Pour des chartes éthiques en particulier? Oui, des chartes d'utilisation de l'IA en organisation, est-ce que c'est facile à trouver ces choses-là, des guides? Il y en a, mais même avant de trouver des guides, je pense qu'il y a une posture que chaque entreprise devrait avoir maintenant. L'IA est une réalité. Personne ne peut se passer de l'IA. Et l'IA générative, donc et encore un sous-ensemble de l'IA générative que sont les chatbots comme ChatGPT, Copilot, je vais essayer d'en nommer 3 à chaque fois, Copilot puis Google Gemini. Ces 3 entreprises-là offrent aussi des fonctionnalités similaires dans des produits d'entreprise.
Donc, chaque organisation, on ne peut pas se voiler la face et se dire « mes employés ne vont jamais utiliser ces outils-là ». Ils vont les utiliser. Complètement. Pour pas qu'ils les utilisent, il faut qu'ils les aient à disposition au sein de l'organisation. Ouais. Donc, si j'ai un chat GPT d'entreprise qui est disponible dans mon organisation, ben, je ne vais pas aller à l'extérieur. Ouais. Parce que je l'ai. Oui. Donc, ça ne va rien m'apporter. Ouais. Et cet outil d'entreprise intérieur, il va être normalisé, il va être sécurisé, les données ne vont pas sortir, ne vont pas servir à entraîner un autre modèle. Donc, il y a déjà des solutions super simples. La solution simple, c'est ne pas se voiler la face. Oui, voilà. Et agir en disant, ces outils sont aussi indispensables que l'Internet était indispensable il y a, je ne sais plus, 25 ans, quand la bulle Internet, quelque chose comme ça. Une affaire comme ça. On ne peut pas dire que ça n'arrivera pas. On ne peut pas dire, je ne vais pas donner accès à Internet à mes employés. Non. Non. Ils vont trouver une façon d'y aller anyway. Donc, il faut leur donner ces outils-là. Parce qu'on va être capable de mieux encadrer l'utilisation de ces outils. Et après, on peut chercher, faire appel à des consultants ou pas, chercher des normes d'utilisation. Il y a des choses qu'on ne devrait jamais faire avec certains. Il faut être sûr de où vont les données, comment elles sont utilisées, qui peut les voir. Et tout ça, c'est documenté par les entreprises que j'ai citées avant. Oui, tout à fait. Et elles le documentent parce que ça fait partie quand elles vendent un produit, elles documentent comment ce produit est utilisé. Absolument. Quel obstacle inattendu revient le plus souvent dans les organisations québécoises quand on parle d'IA? IA spécifiquement, mais même plus qu'IA, je dirais l'obstacle inattendu, la peur de l'échec. Ah, wow! Je vais essayer d'expliquer un peu. Oui. La peur de l'échec, je pense qu'au Québec, on n'a pas encore développé une culture d'être confortable avec l'échec et de se dire que finalement l'échec d'un projet numérique, c'est une étape qui n'est pas si grave que ça si on s'en aperçoit vite et qu'on apprend de cet échec. Dans la langue de Shakespeare, il y a quelque chose qui est utilisé beaucoup qui est fail fast and learn from failure. Oui. Donc, être capable de accepter l'échec donc, comme quelque chose de légitime. Évidemment, le but, c'est pas d'échouer, mais d'accepter que ça peut arriver, d'avoir des jalons en place pour être capable de se rendre compte très, très vite quand on s'en va vers un échec. D'arrêter, évidemment. On ne veut pas cultiver l'échec, on veut cultiver la culture de l'acceptation de l'échec. Et apprendre de ces échecs-là de façon à ne pas reproduire les mêmes erreurs, à apprendre de meilleures façons de faire, des choses comme ça. Donc, je pense que je l'ai vu beaucoup. Je pense qu'il y a d'autres parties du monde, je dirais les États-Unis autour de ça. J'ai travaillé beaucoup avec des compagnies américaines, ont une approche un petit peu différente sur l'échec, qui fait plus partie des choses acceptées. On échoue une fois, puis la prochaine fois, ça va fonctionner. On continue. On lâche pas. Wow. Donc, oui, ce sera un obstacle que j'ai vu pas mal. Je pense qu'on n'a pas encore cette culture de l'échec. Culture, c'est mal dit. Cette culture d'acceptation de l'échec. Oui, c'est ça. Évidemment, on veut pas échouer. Non. Puis donc, ça nous amène à ne pas être capable de prendre en considération que c'est des itérations à chaque fois. Ça nous amène à plein de problèmes. Le côté itératif dont tu parles, qui est important, de ne pas se dire, OK, ma première itération est un échec complet. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai appris de ça? Qu'est-ce que j'ai appris qui va faire que ma deuxième itération ne va pas être un échec complet, que je vais être capable de faire quelque chose. Donc, ce côté-là. Ça amène un autre aspect que j'ai vu beaucoup aussi, c'est parfois une grande... ça serait quoi le mot? Une grande timidité dans la transformation numérique. Par la peur de l'échec, une des façons de jamais échouer, c'est de jamais rien faire. Ben oui. Voilà. Donc, voilà. Donc, on n'innove pas, on fait rien, on continue à travailler de la même façon. Il n'y aura pas d'échec. Ben non.
Mais ça peut être ça, un des problèmes de la peur de l'échec. Ça peut être qu'on s'empêche de faire des transformations numériques, on s'empêche d'avoir le courage d'échouer finalement et d'avancer. Est-ce que tu dirais que c'est participatif aussi, cette peur de l'échec-là, du fait que le Québec est une économie qui investit très peu, comparativement à d'autres, dans la recherche et développement, justement, puis dans l'innovation? Peut-être. Je pense qu'il y a... honnêtement, c'est moins mon domaine, ces aspects-là, donc j'ai moins de visibilité autour de ça, mais oui, il y a un côté investissement dans la recherche et développement. Il y a peut-être un côté investissement plus de base, comme des gros dollars, qui y a plus aux États-Unis, avec un système d'investissement très différent aux États-Unis, qui passe par des VC qui finalement ont moins peur de l'échec parce que ça fait partie de leur business model. Oui. Ce qu'on n'a pas vraiment ici. Donc, je pense que c'est la culture au sens large qui va toucher à plein de petits morceaux. Tous ceux que tu mentionnes et plein d'autres. Mais c'est parce que ce qui arrive, c'est que pour bien expliquer ma question, l'innovation en tant que telle qui pourrait être soutenue par des startups, en fait, qui sont un modèle d'entreprise bien précis, qui vont tenter des solutions numériques, ben c'est soutenu par ce qu'on appelle l'innovation en soi, mais l'innovation est soutenue par de la recherche fondamentale aussi. Puis tout ça est une chaîne qui doit être relié les uns, chaque maillon doit être relié les uns aux autres pour être capable justement d'être dans cet esprit-là d'itération, d'essai, d'erreur. En recherche fondamentale, on cherche pour trouver non pas le prochain modèle ou industrie ou quoi que ce soit, mais une nouvelle connaissance, quelque chose, une nouvelle façon de procéder, des nouvelles, de la science, finalement. Et donc, ça va nous servir à faire peut-être des nouveaux produits, des nouvelles façons de faire, de l'innovation, en fait, du progrès, mais du progrès qui soit soutenu par, justement, de la science et non pas par de la pensée magique en disant comme, je crée un nouveau produit, puis ça va répondre ensuite de ça. On va chercher le besoin à lequel ça répond. Totalement d'accord sur tous les points. Tu mentionnes la chaîne, donc le continuum entre la recherche fondamentale puis les grandes entreprises. On a une excellente recherche fondamentale au Québec. En IA, on a quand même quelques personnes au Québec qui sont parmi le top 10 des chercheurs en IA. Donc, on a ça, on a cette force-là. On a un écosystème de start-up qui est un peu dynamique, mais qui a tendance à, de ce que moi j'ai vu, à pas trop scaler. Donc, à pas être capable de devenir une moyenne entreprise. Complètement. Ce qui, en soi, n'est pas toujours un problème, parce qu'une start-up peut aussi contribuer à la recherche, à l'avancée d'une pensée, d'une technologie qui va être ensuite utilisée par des grandes entreprises. Donc, c'est pas grave. Non. Ce qu'on a peu, de ce que moi j'ai rarement vu, en fait, dans des entreprises purement québécoises, c'est des divisions de recherche qui ne sont pas associées à des gains à court terme. On a une tendance, à cause de plein de facteurs, l'histoire, les moyens financiers et ces choses-là, à vouloir très vite avoir des retours sur investissement. Or, l'innovation, c'est pas ça. L'innovation, c'est peut-être 10% qui va, et encore, je suis un peu généreux, qui va mener à quelque chose de bien, mais ce 10%-là, ça va être quelque chose de vraiment, vraiment bien. Et j'ai peu vu d'organisations québécoises qui ont des cellules de recherche en technologie un peu détachées des produits en cours, de façon à penser à des choses, essayer de déposer des brevets, avoir des avancées technologiques, et peut-être un jour s'arrimer à des produits. Et ça, cette segmentation entre la recherche et l'entreprise, c'est des choses qui existent dans les entreprises américaines. Même des pas si grosses que ça. Évidemment, ça existe chez Google, mais là, on parle de quelque chose d'un peu différent.
Oui. Mais ça existe dans des plus petites organisations, que personne connaît, mais ça veut dire que c'est faisable. Ça veut dire que c'est pas réservé à l'élite de la grosse compagnie mondiale. Ça existe dans plein d'endroits. On le fait pas beaucoup au Québec, à ma connaissance. C'est ça. Donc, c'est d'investir, en fait, dans chaque personne dans une entreprise, un temps dédié à ces moments-là, on va dire, de créativité ou d'innovation, où on va penser à des choses qui n'est pas nécessairement reliées à nos objectifs, en fait, en tant que... Absolument. Oui, c'est ça. Je m'excuse de citer Google encore une fois, c'est parce que j'ai travaillé chez on Google jusqu'au mois d'avril, donc on te pardonne. C'est encore très, très récent. On te pardonne. Mais je vais prendre l'exemple qui existe chez Google et que j'ai déjà appliqué quand j'étais gestionnaire dans d'autres organisations et que je continuerai à appliquer dans le futur quand j'ai l'opportunité. Chez Google, il y a quelque chose qui s'appelle le 20%, qui est que 20% de la semaine de travail peut être réservé à un projet de chaque employé, finalement, un projet qui est complètement différent du rôle de la personne. Oui. Donc, tu peux passer ton temps, ton 20%, à faire des recherches, à faire un projet en ressources humaines, alors que tu es un spécialiste en intelligence artificielle ou en musicologie, name it. C'est quelque chose que dans une organisation dans le passé, j'ai mis en place aussi avec mon équipe, de dire le vendredi, finalement, essayons de faire des projets comme ça. Et essayons de penser à des choses, chacun avec ses affinités pour des projets. C'est pas quelque chose qui est extrêmement difficile à mettre en place. Non. C'est pas quelque chose qui est extrêmement coûteux à mettre en place. Évidemment, il y a un coût parce que tu travailles pas le vendredi sur la chose que tu devais faire le reste de la semaine. Mais globalement, je pense que c'est bon pour une organisation. Je pense que c'est excellent pour les ressources. C'est toujours valorisant en tant que ressource d'être capable de passer du temps sur des choses qui te passionnent. Donc, c'est aussi bon pour la rétention des ressources. Il y a plein d'avantages pour une organisation qui, finalement, ne sont pas si difficiles à mettre en place. Peu d'investissement, ou presque pas d'investissement, et bénéfique. Et est-ce qu'il y avait des difficultés? Parce que là, j'entends déjà les gens dire oui, mais là, est-ce que les gens avaient de la difficulté à livrer leur travail au hebdomadaire ou mensuel? Non. Avec ce temps dédié-là à autre chose que le travail? Moi, j'ai pas été témoin de ce genre de choses-là, en tout cas, pour plein de raisons. C'est que si ton 20%, tu fais quelque chose qui vraiment te passionne, tu vas peut-être aussi être plus efficace à faire le reste parce que tu as envie de pouvoir faire ton 20% du vendredi tranquillement. Chez Google aussi, ce 20%, dans le passé, c'était vraiment chaque vendredi. Ça peut être aménagé aussi à dire, c'est peut-être pas tous les vendredis parce que ça ne marche pas dans notre organisation. C'est peut-être X journées par mois qui sont dédiées à ça. Il y a plein de façons d'aménager, en fonction des contraintes d'entreprise, d'aménager ce temps-là qui est du temps de recherche et du temps d'exploration, en fait, du temps d'exploration qui peut servir à l'organisation. Complètement. Moi, je pense qu'on a fait très bien le tour et je passerai à la dernière partie de l'entretien, c'est-à-dire des questions que je te pose que tu dois obligatoirement répondre en un mot. OK. Alors, on se lance. Qualifie la transformation numérique au Québec. Timide. La clé du succès d'une transformation numérique. Valeur. L'avenir du numérique au Québec. Énorme. La compétence la plus urgente à développer. IA. C'est un mot, ça? Oui, c'est un mot. C'est un concept, en tout cas. Ce que les organisations oublient trop souvent. En un mot. En un mot. Ce que les organisations oublient trop souvent. L'objectif.
Le plus gros risque d'une transformation numérique? Ne pas apprendre des échecs. C'est un gros mot, avec des tirets. C'est parfait. La meilleure façon de prévenir un échec en numérique? Accepter. Accepter. Et la dernière question, en un mot, par où on commence une transformation numérique? J'en aurais plusieurs, mais je vais dire un seul, sinon c'est différent. Formation. Génial. Faut être capable vraiment d'avoir les compétences. Super. JL, merci beaucoup. Ben, merci à toi. Oui. Alors, c'était ma conversation avec JL Maréchaux. Si vous avez écouté la balado jusqu'à la fin, écrivez Google en commentaire. N'oubliez pas aussi de nous laisser vos commentaires, vos suggestions, vos questions. Et surtout, n'oubliez pas de partager cette balado.